Patrick, tu es sénateur. J'ai cru entendre deux choses. D'abord, il y a la question du respect du droit, de la protection des salariés et des lanceurs d'alerte, mais il y a également un autre enjeu sur la question de la fiscalité, du manque à gagner pour les États. Est-ce que tu peux réagir sur ces deux dimensions, s'il te plaît? Oui. D'abord, il faut rappeler sur le fond une difficulté qu'on a en Europe et en France par rapport à cette notion de lanceur d'alerte. La notion de lanceur d'alerte, elle date du 19e siècle. 1863, c'est pour la première fois que ça apparaît aux USA. C'est quand même très vieux. Et elle se développe petit à petit aux USA avec un certain nombre de dispositifs de protection, de reconnaissance plus ou moins bancaux, mais elle existe. Elle se développe vraiment en 72, au moment de l'affaire du Watergate. Et c'est là qu'on invente le terme de lanceur d'alerte. En anglais, whistleblowing, avec l'accent qui n'est pas bon, mais c'est comme ça qu'on dit. Ça n'arrive en Europe, cette préoccupation, que dans les années 2000. Et en France, qu'en 2007. Pourquoi je dis ça? Parce que ça montre aussi un petit peu la difficulté qu'on a à aborder le sujet, à bien comprendre les choses et à bien protéger ceux qui devraient être protégés, donc les lanceurs d'alerte en particulier. Et donc en France en 2007, et on met en place quelques dispositifs de protection, mais des dispositifs qui sont sectorisés, c'est-à-dire qu'on va protéger un lanceur d'alerte lorsqu'il révèle des faits de corruption. Ça c'est clair, c'est la première loi, 2007. Ensuite, on va protéger les lanceurs d'alerte lorsqu'ils alertent sur des problèmes de danger liés à l'environnement, utilisation abusive ou illégale de certains produits. Puis on va faire pareil pour les médicaments. Et puis on fera pareil, pour les conflits d'intérêts des grandes sociétés et des hommes politiques, par exemple, par les marchés publics. Et enfin, 5e loi, on va faire pareil pour les crimes et délits. C'est un peu plus large. Mais on n'a jamais, et jusqu'à aujourd'hui, mis en place un dispositif global de protection. Or, et Antoine l'a bien dit, ce qu'il a fait lui, il n'a rien dénoncé d'illégal. Ces accords entre le gouvernement luxembourgeois et la France sont parfaitement légaux. Ils ont été signés en toute légalité. C'est une grosse cochonnerie en termes de justice fiscale, en termes de distribution des richesses et tout ce qu'on veut. Mais ce que deux États font de manière transparente, personne n'a caché. Et tax ruling, ça n'a pas été mis exprès, la pratique a été enfouie. Hein, mais il n'y a rien d'illégal à avoir des accords fiscaux entre les États. Donc là, on est vraiment dans l'obscur de ces dispositifs qui sont déjà relativement flous. Ensuite, deuxième grande faiblesse, c'est que jusque-là, et on va le voir encore maintenant, c'est au lanceur d'alerte de prouver qu'il a fait ça dans l'intérêt général, de prouver qu'il ne l'a pas fait comme un espion, ou comme un délateur, ou comme un profiteur, ou comme quelqu'un qui veut faire du mal exprès à quelqu'un, ou comme quelqu'un qui veut simplement semer le trouble. C'est à lui de démontrer qu'il a fait ça dans l'intérêt général, sans aucun profit et sans volonté de nuire. Alors, et je vais après m'arrêter là, le dispositif aujourd'hui en France, le dispositif légal en France, il a très rapidement évolué ces dernières années, en fait 7 dernières années, avec 3 rendez-vous législatifs. Il y a eu la loi sur le numérique, il y a eu la loi sur la liberté de la presse, et la dernière, la loi Sapin 2, sur la transparence de la vie économique. Et dès la loi numérique, a déjà été adopté un amendement de protection du lanceur d'alerte, de manière un peu symbolique. Et dans la loi Sapin 2, cette protection, elle a été généralisée. On est sorti de la sectorisation. Sauf que, pour la
petite histoire quand même. L'Assemblée nationale avait fait un texte qui était plutôt protecteur. Au Sénat, la majorité de droite vous en doutez bien, l'a un petit peu décortiqué. Non pas parce qu'ils veulent du mal à Antoine Deltour ou parce qu'ils veulent du mal aux lanceurs d'alerte, mais par rapport au sacro-saint secret des affaires, hein, et intérêt supérieur du fonctionnement du marché et de la liberté, y compris au niveau fiscal, de pouvoir s'arranger entre petits amis. Mais bon, cette loi donc, a été un petit peu décortiquée au Sénat. Résultat, elle n'a pas été votée dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Et la commission mixte paritaire, quand les lois ne sont pas votées dans les mêmes termes dans les deux chambres, il y a une commission mixte paritaire. Elle va avoir lieu là le 14 septembre. Donc on verra le résultat. De toute évidence, c'est le... Je salue ma collègue Madame David. De toute évidence, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui passera en commission mixte paritaire. Et s'il ne passe pas en commission mixte paritaire, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Mais restent deux gros points de faiblesse. Et c'est ce qu'on s'est attaché, nous, à défendre, le groupe communiste républicain et citoyen, dans les discussions sur les trois projets de loi, les trois rendez-vous législatifs. Il y a deux faiblesses importantes. On ne renverse toujours pas la charge de la preuve. Donc, c'est toujours le lanceur d'alerte qui doit se défendre, qui doit démontrer qu'il est dans le cadre de cette définition de l'homme qui fait ça dans l'intérêt général, l'homme ou la femme, dans l'intérêt général et pas pour nuire. Et deuxième faiblesse, c'est que même si on a désectorisé, entre guillemets, on a en France pas de définition légale claire de ce que est l'intérêt général. Donc ça reste un point de faiblesse important. Et nous, je terminerai là-dessus, et c'est d'ailleurs la conclusion, c'est moi qui ai eu l'honneur de la porter dans l'hémicycle, je conclurai là-dessus, à notre sens, non seulement il faut inverser la charge de la preuve, mais en la matière, on devrait considérer l'alerte au même titre que l'assistance à personne en danger. C'est celui qui ne porte pas assistance à personne en danger qui est condamné et qui fait une faute. Le lanceur d'alerte, il porte assistance à société en danger, soit pour des raisons environnementales, soit pour des raisons fiscales. Parce que, et pour finir vraiment, on a parlé de LuxLeaks et donc de ses accords fiscaux. Mes excellents camarades et collègues Bocquet viennent de faire un ouvrage, on aura l'occasion d'en reparler, Sans domicile fisc, il y a eu un fiche là. Rien que pour la France, l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est une fois et demie le service de la dette. 80 milliards d'euros par an. Donc je pense qu'effectivement, ceux qui dénoncent ces petits accords fiscaux entre amis portent assistance à société en danger. Et pour finir sur le Luxembourg, parce que je suis élu de Moselle, donc les sujets luxembourgeois, ça a été dit, sont aussi pour nous très sensibles, parce que c'est près de 80 000 frontaliers qui vont travailler au Luxembourg. Le Luxembourg s'est développé effectivement par la finance, mais le Luxembourg est un pays suffisamment grand, avec un peuple suffisamment mûr, pour réussir, comme tu le disais, à se défaire de cette colonisation financière et à rentrer dans la ronde des pays européens, autrement que par cette capacité qu'ils ont à attirer les multinationales de toute la planète et de l'Europe en particulier. Merci Patrick.